tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la Société québécoise de phytotechnologie, SQP pour les intimes, qui porte sur la phytoépuration servant à améliorer la qualité d'eau des rivières et des lacs au Québec. Je me présente, Olivier Boucher-Carrier. Je suis un tout nouvel employé de la SQP. Mon poste, c'est coordonnateur de la SQP, justement, et je souhaite la bienvenue au nom de tous mes collègues aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la SQP, on est une société à but non lucratif et notre mission première est de promouvoir l'utilisation des phytotechnologies. La SQP organise à chaque année un colloque qui arrive très bientôt cette année. On organise aussi des visites techniques, des formations et, comme vous le savez déjà, des webinaires. On produit aussi des fiches techniques qui sont disponibles sur notre site Internet. On offre des bourses étudiantes pour les étudiants du domaine, un prix d'excellence pour les projets de phytotechnologie exemplaires. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder notre site Internet pour voir nos missions, notre activité et plus d'informations sur toutes les activités qu'on fait. Donc, notre site, c'est le www.phytotechno.com. Puis, je vous invite aussi à vous abonner à notre infolettre qu'on envoie à notre infolettre et notre culturel qu'on envoie toutes les semaines environ. Donc, cette année, notre colloque se déroule le 5 mai. Il est sur le thème de l'intégration des phytotechnologies dans les réseaux des infrastructures vertes au sein de l'espace urbain et périurbain. C'est vraiment un événement à ne pas manquer avec plein de conférences super intéressantes. Pour avoir plus d'informations avec le programme, je vous invite à aller sur notre site Internet et aller dans l'onglet Activités pour ensuite aller sur la rubrique colloque. Vous allez avoir tout ce que vous avez besoin à cet endroit-là. Donc, je vous invite aussi à supporter la SQP en devenant membre. Ça vous offre plusieurs avantages, dont la possibilité de revoir tous nos webinaires. Donc, oui, c'est ça, c'est seulement pour 35 $. Vous pouvez voir tous les webinaires passés qu'on fait depuis 2019. Et donc, avant de passer au bilan, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente nos partenaires financiers. C'est grâce à eux que SQP peut poursuivre ses activités et proposer des webinaires gratuits comme celui-ci. Tout d'abord, je tiens à remercier Ramo, qui est notre partenaire officiel, mais aussi Membrane Hydrotech et le Centre de formation horticole de Laval. En gros, c'est les logos des compagnies que vous avez vus sur la diapo d'accueil. Donc, maintenant, passons au webinaire. Notre conférencière d'aujourd'hui est biologiste de formation spécialisée en biologie végétale et en phytotechnologie, notamment en ce qui a trait aux marais filtrants. Madame Chloé Fredette est également la fière présidente de la Société québécoise de phytotechnologie et en plus de ça, elle est aussi chargée du développement en infrastructure digitalisée chez Québec Vert. Donc, merci d'être avec nous ce matin. N'oubliez pas que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible en rediffusion sur notre site Internet pour les membres. Donc, sur ce, commençons. Pardon, oui. Merci Olivier, bonjour tout le monde. Donc, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Donc, voilà, aujourd'hui, un webinaire sur la phytoépuration, donc pour améliorer la qualité de l'eau des rivières et des lacs au Québec. Je suis contente de voir qu'on est assez nombreux aujourd'hui pour le webinaire. J'espère que tout le monde va y trouver son compte au niveau des informations. Donc, je vous dis tout de suite, c'est une présentation qui se veut un petit peu plus théorique. Donc, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est la phytoépuration, comment ça marche. Ensuite, voir comment on peut l'utiliser, donc quelles sont les applications potentielles dans nos milieux aquatiques au Québec. Puis, on va terminer avec des éléments un petit peu plus techniques. Donc, qu'est-ce qu'on doit considérer quand on fait la conception, la réalisation et l'entretien de ces aménagements-là. À travers tout ça, je vais essayer de vous donner quand même quelques exemples pour vous donner une idée de comment ça peut s'appliquer. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a à peu près 1 heure, incluant la période de questions, donc c'est très limité dans le temps. Donc, ça se peut que je passe vite sur certains aspects, mais n'hésitez pas à revenir dans la période de questions. D'ailleurs, j'aime mieux justement passer vite sur certains éléments et garder plus de temps pour la période de questions pour pouvoir s'ajuster aux besoins de tout le monde. Donc, allons-y avec effectivement une introduction à qu'est-ce que la phytoépuration. Donc, la phytoépuration,
c'est un petit peu un synonyme de phytorémédiation également. Donc, c'est vraiment n'importe quel processus d'épuration de l'eau, de l'air ou du sol par des plantes. Donc, aujourd'hui, évidemment, on va se mettre l'accent sur l'épuration de l'eau et ça nécessite certaines composantes. Donc, évidemment, des plantes, mais ce qu'on va voir, c'est que c'est vraiment pas juste les plantes qui font le travail dans tout ça. Donc, c'est aussi beaucoup le sol, le substrat dans lequel les plantes poussent, les micro-organismes, donc qui ont un rôle très, très important. Et bien évidemment, ça implique une eau usée quelconque. C'est aussi important de mentionner que la phytoépuration, c'est quelque chose qui se passe naturellement dans nos écosystèmes. Donc là, vous avez un exemple comme quoi une eau qui passe, qui ramasse des polluants dans le bassin versant, par exemple, passe à travers un milieu humide, un marais, un marécage, etc., en ressort épuré. Puis c'est un phénomène qui est observé depuis très longtemps, donc qu'on connaît depuis longtemps. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est de utiliser ce processus naturel-là, mais de venir l'optimiser, puis de venir l'implanter, si on veut, artificiellement ou du moins à des endroits spécifiques de notre choix pour régler des problématiques de notre choix. Donc, pourquoi on peut vouloir utiliser la phytoépuration? Donc, comme je le disais aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle d'eau contaminée. Donc, vraiment, la beauté de cette chose-là, c'est qu'on peut l'adapter à pratiquement tous les types d'eau usée qu'on peut rencontrer, donc que ce soit domestique, donc l'eau de nos maisons, de nos commerces, etc. La pollution diffuse, dont on va parler plus tard dans la présentation d'aujourd'hui, la pollution agricole, l'exivia de sites miniers, industriels, etc. Donc, ça, c'est quelques exemples. Puis donc, comme je le disais, on va en parler plus tard là, dans les éléments de conception, tout ça, mais quand on comprend bien c'est quoi les processus impliqués dans la phytoépuration, puis c'est quoi les différentes composantes, comment elles fonctionnent, bien là, on peut venir vraiment adapter nos aménagements pour traiter notre problématique sur le site X. Donc, quel type de polluants on peut rencontrer? Donc, dans les eaux usées, bien, typiquement, on a souvent des matières en suspension. C'est ce qui va créer de la turbidité dans l'eau, par exemple. Ça peut être des sédiments, etc. On a aussi de la matière organique qui vient contaminer le milieu aquatique, des nutriments, donc qui sont évidemment bénéfiques pour les plantes, mais qui, en trop grande quantité dans les milieux aquatiques, peuvent créer de l'eutrophisation, donc l'azote, le phosphore. Également des éléments pathogènes dans certains types d'eaux usées, donc par exemple les eaux domestiques avec les coliformes fécaux, par exemple, des métaux lourds, des éléments traces et autres. Donc là, ça peut vraiment être n'importe quoi, n'importe quel pesticide émergent, pesticide contaminant émergent, des pesticides, des produits, des contaminants organiques quelconques, des hydrocarbures, etc. Et donc là, ce qu'on va faire rapidement, c'est de passer tous ces types de polluants-là, puis voir comment la phytoépuration, elle peut s'attaquer à ces polluants-là. Donc, pour la matière en suspension, bien là, c'est vraiment au niveau du substrat que ça va se passer. Donc, il va y avoir une filtration, mais aussi une sédimentation. Donc, généralement, dans un système de phytoépuration, entre autres avec l'action des végétaux, ça vient ralentir le débit de l'eau, puis ça donne le temps à la matière en suspension de sédimenter, en plus d'être filtrée à travers le substrat. Au niveau de la matière organique, bien, il y a également une filtration, hein, parce que cette matière organique-là, fait partie de la matière en suspension. Mais il y a aussi une décomposition importante par les micro-organismes. Donc, ça vient vraiment jouer un rôle important. Et un aspect qui est important de noter, c'est que ces processus-là de transformation de la matière organique vont se faire de façon différente et par des micro-organismes différents selon si on est dans un milieu où il y a de l'oxygène, donc aérobie, d'un milieu anaérobie, donc où il n'y a pas d'oxygène. Puis ça aussi, ça va être important à considérer dans la conception des aménagements. Donc, ensuite de ça, bien, on passe aux nutriments. Donc, l'azote, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, la nitrification, dénitrification, on va regarder ça un petit peu. Puis, dans la phytoépuration, bien, il y a évidemment une petite partie de l'azote qui va être pris par les plantes. C'est généralement pas le processus d'enlèvement dominant, mais ça se passe quand même. Donc, les plantes prennent une partie des nutriments. Donc, comment se transforme l'azote dans un milieu? Dans le fond, généralement, on part avec de l'azote organique, mais ça peut également être du NH4, du NO3, des nitrates, peu importe. Mais là, je vous montre la chaîne donc, de l'azote organique. Il y a un premier processus qui peut se faire soit avec oxygène ou sans oxygène d'ammonification. Donc, on se ramasse avec du NH4. Et ensuite de ça, c'est là que vient se passer tout le processus de nitrification. Donc, on transforme l'ammonium en nitrate.
Mais évidemment, on ne veut pas s'arrêter là parce qu'on ne veut pas des nitrates dans nos cours d'eau nécessairement. Puis là, la nitrification, ça se passe en milieu aérobie, donc avec de l'oxygène. Et il y a une étape supplémentaire qui va nous permettre d'obtenir la forme qu'on dit inoffensive d'azote, qui est de l'azote minéral, donc le N2 ici en haut. Et donc cette dernière étape-là, ça va être la dénitrification qui, elle, se fait en milieu anaérobie, donc sans oxygène, par d'autres bactéries. Donc, encore une fois, ici, avec ou sans oxygène va venir avoir un rôle important euh, qui va déterminer, dans le fond, la forme d'azote dominante qu'on va retrouver à la fin de notre processus. Le phosphore, donc le phosphore, ça va être un peu la même chose que les métaux. Donc, c'est un élément qui, on peut difficilement le rendre dans une forme inoffensive, si on veut. Donc, ce qu'on va souhaiter faire, c'est surtout l'immobiliser. Donc, on peut venir l'absorber ou le précipiter. Donc, absorber, c'est qu'il va se coller directement sur la paroi du substrat, la paroi des racines, etc. Donc, il va être immobilisé là. Ou précipiter, donc il va se lier avec différents métaux puis devenir non disponible, si on veut, là, pour les différentes formes de vie. Et finalement, ben, comme l'azote, il y a un petit peu d'assimilation par les plantes également. Bon, ça, je ne passerai pas de temps beaucoup là-dessus, mais dans le fond, c'est juste pour démontrer que, par exemple, dans les marais filtrants, souvent, ce qu'on va faire, vu que l'enlèvement du phosphore n'est pas nécessairement le processus d'enlèvement le plus important, mais on va pouvoir venir combiner différentes techniques pour améliorer l'enlèvement du phosphore. Donc, par exemple, mettre des colonnes avec des matériaux qui sont hyper absorbants, soit avant ou après le système de phytoépuration, qu'on va pouvoir venir changer régulièrement pour retirer le phosphore. Ensuite, bien, les métaux lourds, ça ressemble un petit peu, donc c'est beaucoup de l'absorption, précipitation des phénomènes chimiques. Par contre, avec les plantes, ce qu'on peut faire aussi, c'est de la phytoextraction. Donc, dépendamment c'est quoi les concentrations de métaux, puis c'est quoi le type de végétaux qu'on a, c'est possible dans certains cas d'extraire les métaux dans les parties aériennes des végétaux, récolter la biomasse, donc la phytoextraction. Et je vous présente ici petite réaction de précipitation pour vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, encore une fois, les bactéries vont être impliquées dans certains de ces processus-là. Bon, ensuite, les pathogènes. Quand on a des pathogènes, encore une fois, il va y avoir de la sédimentation, filtration, parce que même chose, les pathogènes font partie des matières en suspension. Aussi, par contre, donc, comme je le disais, le débit d'eau qui va être ralenti dans le système de phytoépuration fait qu'il va y avoir un déclin naturel des populations. C'est un environnement qui est défavorable. Ils n'ont pas leur nourriture, leur prérequis pour vivre. Puis, il y a aussi des micro-organismes qui vont faire de la prédation. Donc, du temps où la goutte d'eau rentre dans le système de phytoépuration, au moment où elle en sort, généralement, de façon naturelle, les pathogènes vont avoir été réduits de façon significative. Et finalement, bien, les pesticides et autres contaminants émergents, bien là, on a marqué variable. C'est que ça dépend vraiment du type de contaminant. Mais pour les contaminants organiques, par exemple, comme certains pesticides, les hydrocarbures et tout ça, on peut espérer avoir une phytodégradation, donc encore une fois par les micro-organismes, en combinaison avec les plantes, donc une dégradation de ces produits-là pour obtenir à la fin juste du carbone et de l'hydrogène. Donc, tout ceci étant dit, on va voir maintenant c'est quoi le rôle des végétaux dans tout ça. Donc, on en a parlé, ils peuvent assimiler certains nutriments, absorber certains contaminants. Ils vont aussi avoir un grand rôle d'oxygénation du milieu. Donc, les racines, entre autres, libèrent de l'oxygène dans le milieu qui vont influencer les processus chimiques. Bon, des aspects un petit peu plus techniques, mais qui sont quand même très intéressants comparativement à un plan d'eau simple où il n'y aurait pas de végétaux, par exemple. Bien, la biomasse va venir isoler un petit peu la surface contre le gel et en contrepartie, l'été, empêcher que le milieu devienne très chaud et qu'il puisse y avoir prolifération d'algues ou de bactéries qu'on ne veut pas, par exemple. Ça réduit les risques de colmatage. Ça a des bénéfices connexes qui sont associés aux végétaux. Donc, on dit habitat pour la faune, valeur esthétique, mais ça peut être bien au-delà de ça, là. Séquestration de carbone, etc. Et probablement, ce qui est le plus important, le rôle le plus important des végétaux, c'est qu'ils vont favoriser l'activité microbienne. Donc, on a parlé depuis le début, les microbes vont jouer un rôle important dans la phytoépuration. Puis donc, on pourrait se dire, bien, on a vraiment besoin des plantes? Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les végétaux vont pas eux-mêmes, bien, ils vont faire un petit peu de phytoépuration, mais ils vont surtout booster, si on veut, donc stimuler l'activité microbienne.
Et donc, comment ils font ça? Bien, il y a différentes façons. Dans un premier temps, ils fournissent un espace où les bactéries peuvent se développer. Donc, avec la surface racinaire, ça crée carrément des habitats de croissance pour les micro-organismes. Comme je le mentionnais, les racines des plantes libèrent de l'oxygène dans le milieu également. Puis cet oxygène-là, généralement, est requis par les bactéries pour se reproduire, ou du moins, ça permet à des bactéries qui n'auraient pas pu être là nécessairement au départ de venir coloniser le milieu. Donc, on se ramasse avec une plus grande diversité de micro-organismes. Et finalement, bien, les plantes relâchent beaucoup d'exudats dans la rhizosphère. Donc, ça peut être des molécules carbonées, des sucres, ça peut être des composés phénoliques, un paquet de substances qui peuvent participer directement à la phytoépuration et à la stimulation de l'activité microbienne. Donc maintenant, si on continue à parler des plantes, qu'est-ce qu'on doit rechercher chez les plantes qu'on va implanter dans nos aménagements? Bien évidemment, on aime avoir des plantes qui ont une croissance rapide, qui vont bien coloniser le milieu, qui ont une grande biomasse. La biomasse peut aussi être super importante si ce qu'on veut, c'est justement extraire des nutriments, des métaux, etc. Donc, plus il y a production de biomasse, plus on va extraire de contaminants. Donc, on peut ensuite de ça récolter la biomasse. On veut un système racinaire qui est bien développé, donc on l'a vu, ça va influencer directement les processus microbiens. Évidemment, une tolérance aux conditions d'eau usée, donc dépendamment on est dans quel milieu. Par exemple, si on est dans un cas où on traite des lixivias de sites miniers, bien, la palette de plantes qu'on va pouvoir utiliser va être extrêmement différente d'un autre milieu. Et bien évidemment, on veut des plantes qui sont non invasives. Ça va de soi. Donc, qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler, ce type de plante-là? Donc, je vous ai mis une coupe là, avec différents types de milieux humides selon l'hydrologie. Puis, dans le fond, c'est sûr que comme on traite une eau usée, généralement, ça va être des plantes qui sont soit aquatiques ou semi-aquatiques. Et malheureusement, ben, je ne peux pas vous donner une liste de plantes à utiliser parce que c'est vraiment contexte dépendant. Donc, c'est vraiment, premièrement, ça dépend du type d'aménagement. Donc, est-ce qu'on a de l'eau en surface ou pas, de façon périodique ou en permanence? C'est quoi notre type d'eau usée? C'est quoi le processus de phytoépuration qu'on veut aller chercher, donc, etc. Mais je vous ai mis des exemples. Donc, ça peut être des plantes qui sont totalement aquatiques avec des plantes flottantes, des plantes émergentes comme l'iris ou la quenouille, des graminées semi-aquatiques. Ça peut même être des arbustes comme des saules ou des cornuliers, ou dans certains cas, même des arbres. Donc, rapidement, c'est quoi les avantages de la phytoépuration? Donc, si on compare, par exemple, à des systèmes de traitement d'eau plus conventionnels, si on veut, bien, généralement, c'est des systèmes qui sont beaucoup moins coûteux à construire et à opérer. Donc, si on prend l'exemple le plus facile à comparer, donc, par exemple, une centrale de traitement d'eau usée, là, donc, ça, c'est très énergivore, évidemment, puis c'est très cher à construire. Donc, la phytoépuration est avantageuse de ce côté-là. Demande peu d'expertise pour l'opération. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a l'expertise toujours, mais dans les faits, ça tire généralement avec une petite formation, quelqu'un devrait être capable de s'occuper de l'opération d'un système de phytoépuration. Tolère bien les grandes fluctuations de débit. Ça, j'ai mis un petit astérisque parce que ça dépend de quel type d'aménagement on parle, mais effectivement, c'est généralement très flexible. Comme je le disais en début aussi, c'est très versatile. Donc, on peut vraiment adapter l'aménagement aux problèmes qu'on a. Et finalement, ben, ça offre un paquet de bénéfices secondaires que des infrastructures grises ne nous offriraient pas dans d'autres cas. Donc, acceptabilité sociale, biodiversité, esthétisme, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Par contre, ça a des désavantages, pas que des avantages. Donc, généralement, on va avoir besoin d'une plus grande superficie pour traiter un même volume d'eau que, par exemple, dans une centrale de traitement d'eau. C'est plus difficile d'ajuster le fonctionnement. Donc, par exemple, dans un système de traitement d'eau, si on se rend compte que la concentration de notre eau usée change, bien, on peut changer la concentration de produits chimiques qu'on ajoute dedans. Puis ça, c'est plus facilement ajustable. Dans un milieu comme la phytoépuration, c'est plus difficile de faire ça. L'efficacité varie également, donc ça peut varier en fonction des saisons, selon la période d'activité des plantes. Ça peut varier, ben, donc justement, vu qu'on travaille avec des plantes, des organismes vivants, s'il arrive des événements climatiques extrêmes, etc., ça peut affecter l'efficacité. Il y a généralement peu d'expertise au Québec pour ce genre de choses-là. Donc, c'est assez difficile de trouver des gens qui sont spécialisés dans la mise en œuvre de ce type d'aménagement-là.
Et donc, comme on l'a vu, pour le phosphore, qui est souvent un problème là, donc, pour la qualité de l'eau de nos milieux aquatiques, ben, la phytoépuration, ce n'est pas une solution parfaite pour le phosphore, loin de là. Donc maintenant, on va parler de pollution diffuse, voir comment s'applique, tous ces beaux principes-là qu'on a vus de la phytoépuration peuvent s'appliquer à la pollution diffuse. Donc, quand on parle de pollution diffuse, donc c'est vraiment que les sources de pollution sont multiples et sont combinées toutes ensemble. Donc, c'est vraiment, par exemple, toutes les petites sources de pollution qui vont se ramasser dans un cours d'eau. Donc, sur l'exemple à droite, vous avez effectivement du ruissellement agricole, mais aussi du ruissellement de milieux forestiers qui est plein de lignines, de matières en suspension, l'eau de ruissellement dans les municipalités, bien sûr. Donc, vraiment, c'est des sources diverses. Mais généralement, les problèmes qu'on va retrouver, c'est beaucoup de la matière en suspension, des éléments nutritifs et dans le cas par exemple, du drainage agricole, des pesticides. Donc, il y a différents endroits où on peut intervenir pour traiter cette pollution-là. Donc, on peut essayer d'aller identifier les sources, puis de mettre des aménagements de traitement à ces sources-là. On peut aussi y aller en réseau. Donc là, c'est vraiment plus, une fois que la pollution est dans le milieu, bien, on peut le traiter en réseau, donc par exemple dans un cours d'eau ou à l'émissaire, donc directement dans le lac ou dans une grande rivière qui reçoit plusieurs tributaires. Je vais vous présenter quelques exemples d'aménagements basés sur la phytoépuration, donc les marais filtrants, des bandes riveraines modifiées, des fossés végétalisés, des marais semi-naturels et des marais flottants. Puis je vous ai indiqué ici avec les petits icônes, c'est où qu'on peut les appliquer. Donc, par exemple, pour les marais filtrants, généralement, ça va être des ouvrages à la source, bandes riveraines à la source ou en réseau, fossés végétalisés et marais semi-naturels, c'est en réseau, donc dans des petits cours d'eau. Et finalement, les marais flottants, qui sont pas mal une des seules techniques d'aménagement, ou du moins la seule que je vais vous présenter aujourd'hui, qui peut vraiment être installée dans l'émissaire, donc soit dans une grande rivière ou dans un lac. Donc, les marais filtrants, j'ai mis en guillemets conventionnels parce qu'on peut venir jouer un petit peu avec la façon dont on les conçoit, puis être peut-être un petit peu moins rigoureux qu'on serait dans une autre situation. Donc, par exemple, les marais filtrants vont être utilisés pour le traitement des eaux usées domestiques, pour, je ne sais pas moi, une installation, une laiterie, par exemple, une ferme laitière pour avoir un marais filtrant pour ses eaux de lessivage. Mais là, à ce moment-là, on gère des eaux qui sont vraiment contrôlées. On a des objectifs de rejet qui sont imposés par le ministère de l'Environnement, etc. Donc là, c'est beaucoup plus encadré. Dans le cas de la pollution diffuse, ça va être un peu plus flexible au niveau de l'aménagement, si on veut. Mais donc, certaines caractéristiques des marais filtrants, bien évidemment, c'est une enceinte, c'est un milieu contenu. Donc, il faut avoir un mécanisme de collecte de l'eau usée. Donc, si on est, par exemple, dans une situation agricole, puis on veut traiter notre drainage agricole par un marais filtrant, bien, il faut déjà avoir la capacité de capter notre drainage agricole pour l'envoyer dans le marais filtrant. Ensuite, par contre, le marais filtrant, quand il est bien conçu, là, on peut obtenir des capacités de traitement qui sont très élevées, puis qui sont plus prévisibles que d'autres aménagements que je vais vous présenter. On recommande, par exemple, généralement un concept hybride là, dans ces cas-là pour avoir un bassin de sédimentation et un marais surfacique. Ça permet d'égaliser les débits là, qui sont un grand enjeu dans la pollution diffuse. Donc, on peut avoir des grandes périodes où il y a très peu de débit et au contraire des événements de pluie intense où là, il y a un très grand débit tout d'une shot. Donc, d'avoir un bassin de sédimentation va nous aider à ce niveau. Je montre quelques exemples d'applications de marais pour capter les eaux de drainage. Donc, c'est vraiment des fossés de drainage agricole. Puis, on vient comme, comment dire, excusez, je cherche mon mot, là, mais on vient détourner, si on veut, le cours du canal de drainage pour l'amener dans un marais filtrant, puis par la suite, le retourner dans le canal de drainage. Donc, c'est assez intéressant comme application. Il y a eu quelques études sur ce type de marais filtrant-là. Je vous en présente une ici avec des résultats de performance. Donc, un marais qui a été utilisé dans les années 2000 en Italie. Pour référence, là, le marais faisait à peu près 3 de la surface drainée. Donc, la taille du marais équivalait à 3 de la surface totale de champ qui était drainée. Déjà, on avait une réduction du volume d'eau de 58
et une très bonne capacité d'enlèvement des matières en suspension et quand même très bon enlèvement de l'azote. Donc, voilà. Une autre étude également, ça a été fait au Québec, je trouvais ça intéressant. Un marais construit en 2011, environ 1000 mètres carrés. Puis là, eux, ils se sont intéressés également à l'enlèvement au niveau du phosphore. Puis là, on voit, comme je le disais, il y a de l'enlèvement, c'est certain, mais ce n'est pas extrêmement élevé comme on pourrait le voir pour l'azote ou les matières en suspension. Donc, on parle de 10 à 25 Par contre, ce qu'on remarquait également, c'est qu'il y avait un très faible temps de résidence. Puis ça, je vais en parler plus loin, mais c'est un des aspects les plus importants de la phytoépuration. Plus l'eau va passer de temps dans notre système, donc plus on arrive à ralentir le débit et augmenter le temps de résidence, plus on va augmenter la capacité de traitement. Mais on a observé effectivement des débits très variables, puis une faible efficacité printanière, mais ça, c'est assez, dans le fond, c'est lié justement à ces débits-là. Donc, au printemps, on a un très grand débit, l'eau arrive tout d'un coup, passe très peu de temps dans le marais, et donc à ce moment-là, on a des capacités épuratoires qui sont beaucoup plus faibles. Pardon. Un petit exemple intéressant que je trouvais ici, je ne crois pas, en fait, à ma connaissance, je ne pense pas que ça ait été testé ici, mais je trouvais ça intéressant quand même de le présenter. Donc, on sait que les bandes riveraines peuvent évidemment jouer un rôle d'épuration ou de tampon, si on veut, au niveau du drainage en milieu riverain. Mais donc, au Danemark, ils ont testé une autre conception de bande riveraine où ils venaient vraiment creuser une petite plaine inondable avant d'arriver à la bande riveraine. Et donc, ça permettait à l'eau de séjourner dans quelque chose qui ressemble à un marais filtrant surfacique avant d'être rejetée dans le cours d'eau. Donc, j'appelle ça une bande riveraine modifiée. Puis c'est assez intéressant. Donc, je vous présente quelques résultats de traitement donc, de cette expérience au Danemark. Réduction qui peut atteindre jusqu'à 70 de l'azote et 70 du phosphore également dans ce cas-là. Il y a des bémols à apporter. Là, souvent dans les. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais souvent dans les études, on a un milieu qui est neuf, si on veut. Donc, souvent, l'enlèvement du phosphore est très élevé les premières années, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça à long terme. Mais donc, au niveau de l'azote, par exemple, c'est très intéressant comme données de rendement. Et donc, voilà. Ensuite, fossés végétalisés, mais ça, c'est assez simple également. Donc, les fossés, souvent, surtout dans le paysage québécois, ils sont déjà là. Il s'agit de venir les végétaliser. Donc, le fait d'ajouter de la végétation, ben, on ralentit le débit, on augmente le temps de résidence et donc, comme je disais, la capacité d'épuration. Ça réduit aussi beaucoup le potentiel d'érosion, puis ça capte les sédiments, donc ça fait décanter les sédiments plus rapidement, donc ça empêche qu'ils se ramassent à l'émissaire. Et évidemment, ça stimule tous les processus dont on a parlé plus tôt, là, qui sont liés à la microbiologie et aux micro-organismes. Donc, voilà, il y a différentes façons de le faire. Il y a aussi des fossés à 2 étages là, qui sont proposés dans la littérature. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Beaucoup de revues de littérature également qui présentent des capacités d'enlèvement. Je vous en présente une ici. Bon, la photo qui est à droite n'a pas rapport avec les chiffres que je vous présente. Mais donc, vraiment, il y a beaucoup d'études, puis les capacités de traitement semblent vraiment très prometteuses. Comme je le disais au début, un des désavantages, c'est que c'est assez variable dans le temps, mais tu sais, comment dire, si on peut atteindre une efficacité de traitement d'environ 50 même si une année, c'est 20 puis l'autre année, c'est 50, c'est déjà mieux que pas du tout. Donc, voilà, un exemple d'une expérience en République tchèque, mais comme je le disais, il y a beaucoup d'autres études également. Et ce que je vous présente les photos, dans le fond, c'est que ça semble être une technique qui commence à être utilisée ou du moins être testée au Québec. Donc, en bas à gauche, c'est le Covabar qui a réalisé un aménagement comme ça. Je ne sais pas s'ils en ont fait plusieurs, puis s'il y aurait des données sur l'efficacité de ce type d'aménagement-là. Mais je trouvais ça intéressant. Et également, à droite, je crois que c'est dans la MRC de la Haute-Yamaska, donc, qui a commencé à faire des fossés étagés également, donc à faire des tests avec ça. Ensuite, on a les marais semi-naturels. Donc, dans le fond, c'est qu'on va venir recréer un espace qui va fonctionner un peu comme un marais naturel, mais donc, on va venir y implanter les végétaux de notre choix, possiblement ajouter des substrats spécifiques, puis vraiment faire un aménagement conçu de façon à gérer le débit
comme on le souhaite. Donc, généralement surfacique, donc généralement avec de l'eau à la surface. Encore une fois, l'objectif, c'est de ralentir le débit de l'eau, d'augmenter le temps de résidence. Et dans ce cas-ci, on va avoir une conception qui est plus proche d'un écosystème naturel. Donc, on va pouvoir venir y ajouter des fonctions écosystémiques qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir dans un marais filtrant conventionnel, si on donc, je présente une expérience que j'ai trouvée ici, une expérience québécoise assez intéressante en 2009. Donc, on voit, là, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, là, mais dans le graphique en bas à gauche, on a un cours d'eau et on est venu dévier une partie du cours d'eau, donc pour l'envoyer dans le chemin qui est sur la droite. Donc, on a un bassin de sédimentation au début. Ensuite, l'eau traverse un fossé sur l'île de Pierre, donc probablement qu'il y a beaucoup de sédimentation qui se passe à ce niveau-là. Et à la fin, on a un marais de type étang où se passe la suite du traitement pour finalement retourner dans le cours d'eau. Donc, on a observé des capacités d'enlèvement d'azote et de phosphore. Peu au niveau de l'azote, je serais curieuse de voir pourquoi on avait un taux aussi bas, alors que dans les marais filtrants, généralement, on peut obtenir un enlèvement plus élevé. Mais quand même, très intéressant, sur 4 ans, on a pu enlever 41 du phosphore, donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, une autre expérience en République tchèque. Donc, on voit un autre type de conception un petit peu plus simple. Donc, encore une fois, on vient dévier de l'eau d'un cours d'eau, mais on la fait passer, dans le fond, dans une plaine inondable semi-naturelle. Donc, un espace très peu profond où l'eau va être en contact avec les végétaux, va transiter beaucoup plus lentement. Et donc, elle est ramenée dans le cours d'eau par la suite par un canal de drainage. Et là, on est vraiment venu observer des capacités d'enlèvement très intéressantes au niveau des matières en suspension, puis également du phosphore à 40. Et donc, toutes ces études-là que je vous présente, l'objectif, ce n'est pas tellement de ressortir les capacités de traitement, parce que ça peut varier, mais c'est d'aller chercher des indications sur les éléments de conception, qu'est-ce qui améliore la performance, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, etc. Puis là, par exemple, dans cette étude-là, ils ont testé différents scénarios. Puis clairement, le scénario où les performances étaient le plus élevées, c'est quand l'inondation était constante. Donc, on va en reparler plus loin dans les aspects de conception, mais effectivement, le plus qu'on est capable d'avoir un débit qui est stable, le meilleur va être notre capacité de phytoépuration généralement. Et finalement, un dernier exemple que je présente, c'est les marais flottants. Donc, c'est un peu le même principe qu'un marais filtrant, mais dans le fond, c'est tout simplement un radeau. Il peut être composé de plein de matériaux différents où on va venir implanter des végétaux qui ne sont pas nécessairement aquatiques. Donc, ça peut être autant des fougères, des iris, des graminées, des quenouilles, bien sûr. Et donc, comme on le voit dans la figure qui est à droite, les racines vont pousser directement dans l'eau et c'est à ce niveau-là que va se passer toute la phytoépuration. Puis donc, vous comprenez que c'est très versatile. On peut les faire de la taille qu'on veut, de la forme qu'on veut, les mettre à l'endroit où on veut. Il y a quand même des limites. Normalement, on essaye de les stabiliser, donc ça prend quand même des câbles ou un mécanisme d'ancrage. Pardon. Et contrairement aux autres techniques que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, ceux-là il y a quand même pas mal d'études qui sont spécifiquement sur l'utilisation de ces marais-là dans les cours d'eau et les lacs. Donc, c'est assez intéressant. Puis, j'ai trouvé une belle revue de littérature qui rapportait, donc, dans le fond, les résultats d'enlèvement de vraiment des dizaines et des dizaines d'études. Puis, la capacité d'enlèvement semble assez bonne, autant pour l'azote que pour le phosphore. Donc, je trouve ça intéressant. Au Canada, on a fait une étude, je ne me rappelle pas en quelle année cette étude-là, mais donc, c'est ça, je présente une étude qui a permis de déterminer qu'en couvrant à peu près 5 du lac, on arrivait à réduire le phosphore de 10 à 50 donc quand même intéressant. La quenouille semblait être une bonne espèce qui répondait rapidement à l'augmentation du phosphore. Donc, en cas d'apport ponctuel en phosphore, la quenouille était efficace. Mais évidemment, donc, l'étude confirmait ce qu'on sait déjà, là, dans le fond, c'est qu'évidemment, on ne peut pas se baser juste sur ces techniques-là pour régler nos problèmes de qualité de l'eau. Il faut aussi travailler en amont, donc régler les problèmes à la source. Une autre étude québécoise qui a été faite, donc c'est un autre volet
du marais filtrant conventionnel que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y avait eu une étude là-dessus. Donc, il y a eu une deuxième étude sur des marais flottants. Et donc, suivi sur 4 saisons dans un cours d'eau, donc au Québec. Encore ici, on trouvait que la quenouille était très intéressante puis offrait un bon taux de retrait du phosphore. Donc là, on voit vraiment que le phosphore, on ne cherche pas nécessairement à l'absorber ou quoi que ce soit. On veut vraiment le retirer en récoltant la biomasse des végétaux. Puis dans ce cas-ci, on considérait qu'une surface couvrir la surface du cours d'eau, couvrir 7 de la surface du cours d'eau pourrait traiter rapidement le problème du phosphore dans ces lacs-là. Ça peut paraître faible, mais bon, c'est quand même assez important, 7 d'un lac ou d'un cours d'eau quand on est dans un grand plan d'eau. Mais je trouvais ça quand même intéressant, la valeur consensuelle, c'est pour avoir vu d'autres études également. On parle souvent d'un 5 pour obtenir un taux d'enlèvement qui est quand même satisfaisant. Mais donc voilà, je vous invite à aller les regarder, ces études-là, si ça vous intéresse. Là, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et déjà, d'avoir un suivi sur 4 saisons, c'est quand même assez intéressant. Puis, ils comparaient différentes espèces également au fil du temps. Donc, voilà. Et sinon, d'autres exemples, j'ai aucune donnée sur l'efficacité du tout, mais c'est juste pour vous le montrer. Donc, on a implanté des marais flottants au nouveau bassin aquatique de la Maison de l'Arbre, du Jardin botanique de Montréal, entre autres dans un objectif de lutte aux espèces envahissantes, mais également de traitement de l'eau, donc d'amélioration de la qualité de l'eau. Et à Rouyn-Noranda aussi, je crois que c'est cet été qu'ils ont implanté ça. Donc, sur le lac Otsisco, là, sont venus implanter des marais flottants également. Donc, des projets à suivre, là, voir ça va être quoi l'efficacité de tout ça. Donc, maintenant, on va regarder les éléments de mise en œuvre. Et là, il est 40, donc bon, c'est correct. On devrait avoir une quinzaine de minutes pour discuter de ça. Donc, éléments de conception, j'ai touché à plusieurs aspects donc, tout au long de la conférence. Donc, on va pouvoir y aller rapidement sur certains. Mais donc, c'est tout ce qu'il faut considérer quand on conçoit un aménagement si on veut obtenir la meilleure capacité de phytoépuration possible. Donc, évidemment, le type et la charge de polluants, ça va influencer quel type de végétaux on choisit, ça va influencer quelle concentration on peut s'attendre à obtenir à la sortie de notre aménagement. Dans certains cas, ça va peut-être nous indiquer qu'on a besoin de faire un pré-traitement parce que les concentrations sont trop élevées. Ça va nous permettre de choisir quel type d'aménagement on va choisir, etc. Juste regarder. Oui, c'est ça. Puis généralement, on va dimensionner aussi notre aménagement en fonction de la charge des contaminants. Donc, ça, c'est très important. La gestion des sédiments. Donc, la matière en suspension, les sédiments, évidemment, il faut considérer ça. Il faut avoir un endroit qui est prévu dans l'aménagement pour récolter les sédiments ou il faut du moins prévoir au niveau de l'entretien qu'on puisse retirer les sédiments de façon régulière ou en tout cas à un rythme quelconque pour éviter donc le colmatage du système et pour éviter que le système devienne tellement saturé en sédiments qu'il devienne une source de pollution. Donc ça, il faut que ça soit bien géré. Généralement, on va avoir un petit bassin de sédimentation avant l'aménagement. Donc c'est souvent ce qui est le plus simple à mettre en place. Bon, le temps de résidence, donc ça, j'en ai parlé. C'est un concept très simple. Donc, le temps de résidence égale au volume d'eau qui est contenu dans notre aménagement et la quantité d'eau, le débit d'eau qui rentre dans l'aménagement. Donc, plus l'aménagement est petit, puis plus le débit est grand, plus le temps de résidence va être faible. Mais ce qu'on veut, donc, c'est un temps de résidence qui est le plus élevé possible, 2 à 3 jours, voire même plus. Et donc, ça aussi, ça va influencer la taille qu'on donne à notre aménagement. Si on est capable de caractériser le débit moyen ou le débit maximal, bien, on peut venir déterminer la taille de notre aménagement en fonction du temps de résidence qu'on souhaite. Les débits d'alimentation, donc ça, c'est souvent le gros problème, justement. Quand on est dans un système de gestion de la pollution diffuse, c'est entièrement lié aux précipitations. Donc, clairement, quand il va y avoir des précipitations, on va avoir un débit qui est élevé. Au contraire, des périodes sèches, un débit qui est faible. Donc, essayer de concevoir des aménagements peut-être en différents paliers qui permettent d'avoir de retenir un minimum d'eau pendant les périodes sèches, par exemple. Dans les fossés également, pour ralentir les débits, on peut venir intégrer des seuils qui vont ralentir le débit de l'eau puis permettre à l'eau de séjourner plus longtemps.
Donc, voilà, un aspect de conception. Ensuite, les flux hydrauliques. Donc, ça va être très important dans un marais filtrant conventionnel. Dans un aménagement qui est un petit peu plus naturel ou qui est très rectiligne, ça va peut-être être moins important à considérer. Mais je le mentionne, entre autres, pour les marais flottants. Donc, on voit très bien dans la figure de droite, deux arrangements possibles de marais flottants sur un lac, par exemple. Puis, ben, dans la photo du haut, on a mis les aménagements au hasard ou de façon qui nous semblait peut-être répartis uniformément, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'une goutte d'eau peut très bien passer de l'entrée à la sortie du lac sans passer à aucun moment par le marais flottant. Donc, vraiment de les installer de sorte à ce que il n'y ait pas de circuit préférentiel ou de zone morte, donc de zone sans traitement. Le taux d'oxygénation, bien ça, encore une fois, c'est comme je le disais, c'est que ça va influencer les processus microbiologiques. Donc, dépendamment, c'est quoi, entre autres, là, pour l'azote, dépendamment, c'est quoi la forme d'azote qu'on souhaite traiter, si c'est de l'ammonium, si c'est du nitrate, si c'est de l'azote organique, s'assurer qu'on a les bonnes phases dans notre aménagement. Donc, généralement, on va préférer avoir une phase aérobie suivie d'une phase, attendez, je ne vais pas mélanger. Oui, c'est ça. Donc, une phase aérobie pour transformer notre ammonium en nitrate, suivie d'une phase anaérobie pour transformer notre nitrate en azote minéral et donc avoir le processus complet à ce niveau. Donc, ça peut être par deux bassins différents. Ça peut être avec l'ajout de composantes comme de l'aération forcée. Il y a différentes façons de le faire. Le type de substrat, donc ça va dépendre du type d'aménagement, mais si on a si on a un aménagement où la majorité du traitement se passe sous la surface du sol, donc comme dans un marais filtrant sous-surfacique, bien évidemment, le type de substrat va avoir un grand impact, entre autres sur tous les processus de filtration, d'absorption du phosphore, etc. On peut d'ailleurs ajouter des éléments dans le substrat qui peuvent augmenter l'efficacité de traitement, encore une fois, notamment le phosphore, donc par exemple le biochar, d'autres types d'amendements qui sont étudiés là, récemment, si on veut, dans les dernières dizaines d'années, puis qui peuvent augmenter les capacités d'enlèvement. Ensuite, bien évidemment, la végétation, donc le type et la densité de végétation. Par contre, ce qu'on se rend compte le plus souvent, c'est que densité et diversité de végétation, d'avoir une végétation qui est vigoureuse, qui est en santé, va être beaucoup plus important que l'espèce en tant que telle. Donc, c'est à la limite, même si on n'est pas sûr de l'espèce, ben, d'implanter plusieurs espèces, puis celle qui répond le mieux aux conditions, ben, va s'implanter puis va prendre la place, puis c'est tant mieux, c'est parfait. Donc, tant qu'on a une végétation qui est vigoureuse en santé, c'est ça l'important. Il faut faire bien attention aussi, par exemple, à la gestion de la biomasse. Donc, si on souhaite extraire des nutriments, extraire des métaux, il faut couper la biomasse et la retirer parce que sinon, les feuilles mortes vont juste se redécomposer dans le milieu et c'est un cycle qui se recommence. Je vais passer sur ça. Donc, enjeu de la réalisation, souvent, il va y avoir des enjeux au niveau de la réglementation. Donc, c'est important de savoir si on est dans un milieu où le traitement de l'eau est réglementé ou non. Est-ce que le fait de venir créer un aménagement peut venir créer des exigences de réglementation, des objectifs de rejet, etc. Généralement, dépendamment du type d'aménagement, ça peut être nécessaire d'avoir recours à des ordres professionnels comme les ingénieurs, évidemment, pour les marais filtrants. Ça peut être difficile également de trouver des entrepreneurs qui sont qualifiés parce que ce n'est pas des aménagements qui sont encore très souvent réalisés. Dans certains cas, ça peut être effectivement très difficile d'accéder au site quand on est dans des milieux naturels. Aussi bien important de gérer les sédiments pendant les travaux. Donc, vous voyez dans la figure à droite, là, ça peut rapidement créer des problèmes de turbidité, puis donc générer des problèmes au niveau des sédiments. Notre période d'intervention est limitée, évidemment, et il peut y avoir des enjeux d'approvisionnement en végétaux, notamment des végétaux indigènes, par exemple. Il y a moins de producteurs de ce type de végétaux-là. Bon, je regarde mon temps pour être sûr qu'on est correct. Enjeux d'opération et d'entretien, bien, donc vraiment, là, il va y avoir deux aspects. Premier aspect qui est super important pour s'assurer de l'efficacité de notre aménagement, bien, c'est de s'assurer que le système hydraulique est toujours en bonne fonction, donc qui fonctionne adéquatement, s'assurer que l'aménagement est bien alimenté en eau, qu'il n'y a pas de colmatage de sédiments à certains endroits. On peut faire des tests de traçage. Il y a plein de petites choses, de petites
tests, de petites vérifications qu'on peut faire pour s'assurer que tout fonctionne bien. Évidemment, on peut faire si on a les moyens, les ressources pour le faire, on peut faire des mesures de la concentration à l'entrée et à la sortie, vérifier les capacités épuratoires. Et donc, voilà, enlever les sédiments, décolmater, tout ça, c'est très important. Et ensuite de ça, l'autre aspect très important, c'est la végétation. Comme je le disais, l'important, c'est d'avoir une végétation qui est en bonne santé, qui est bien établie dans le milieu. Ça va nous empêcher d'ailleurs d'avoir des problèmes d'espèces envahissantes. On ne veut pas que notre fossé végétalisé devienne un fossé de phragmites. Gérer la biomasse, donc comme je le disais, si on a des enjeux d'extraction ou quoi que ce soit d'autre, des fois, ça peut juste être aussi de venir faire un petit refresh pour donner plus d'espace pour de la nouvelle croissance de végétaux. Donc, prévoir la gestion de la biomasse et évidemment le contrôle des espèces indésirables. Donc, si malgré nos efforts, il y a des espèces indésirables qui s'établissent, il va falloir le traiter. Puis là, j'ai mis une photo à droite, c'est pas un bon exemple parce que c'est juste un très jeune marais flottant où les végétaux ne se sont pas encore développés, mais ce que je voulais montrer, c'est que notre marais flottant, s'il a l'air de ça, après quelques années ou bref, quand on fait le suivi de la performance de nos végétaux, il y a un problème. On n'aura pas une efficacité de traitement qui est correcte si nos végétaux ne sont pas en bonne santé et bien développés. Et finalement, évidemment, comme on se retrouve souvent dans des milieux naturels ou semi-naturels pour ces aménagements-là, il y a tout un enjeu de protection de la biodiversité qu'on n'a pas dans d'autres sites. Si on est sur un terrain industriel puis qu'on fait un marais filtrant, on n'aura pas ces enjeux-là. Donc, dans notre milieu humide, il peut y avoir évidemment de la faune qui est venue s'installer, qui utilise l'espace et tout ça. Donc, si on vient faire des travaux d'aménagement, si on vient couper notre biomasse, s'il faut aller retirer des sédiments, etc., donc il faut faire bien attention de suivre notre aménagement, voir s'il y a eu de la faune qui s'est établie et si c'est le cas, le gérer de façon adéquate. Voilà, ça a terminé la présentation. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner au début, mais je tenais à remercier Jacques Brisson, qui, dans le fond, il y a une bonne partie de la présentation, surtout au début sur les mécanismes d'enlèvement. C'est du contenu qui provient directement de Jacques, qui est un expert également en marais filtrants. Donc, je tenais à le remercier. Et sur ce, je suis prête à prendre vos questions. Est-ce que tu veux que je regarde moi-même les questions dans le chat, Olivier? Je peux te poser celle qu'on a déjà. Il y a Marie-Ève Bisson qui se demande comment la lutte aux espèces exotiques envahissantes est possible par la réalisation de marais filtrants dans le cadre du Jardin botanique à Montréal. C'est une bonne question. Là, au Jardin botanique, moi, c'est sûr que je n'ai pas été impliquée personnellement dans le projet, mais j'ai fait la visite des aménagements, puis d'ailleurs, Jacques, que j'ai mentionné, et d'autres personnes que je connais ont participé à l'idéation de ce projet-là. Il y a différentes techniques qui ont été mises en place. C'est pas juste les marais flottants, mais les marais flottants, ça va être quoi leur fonction à eux? C'est entre autres de couper d'empêcher la lumière de passer. Donc, tu as des plantes aquatiques qui ont besoin de lumière, donc les marais flottants vont venir faire de l'ombrage qui limite la croissance, simplement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'espère qu'il y en a d'autres. Okay. Comment la température affecte-t-elle le développement des plantes et est-ce que ça fonctionne aussi pendant l'hiver? Là, j'imagine qu'on parle de la température ambiante et non pas de la température de l'eau. C'est sûr que, donc, comme on le sait, là, les plantes vont croître selon les conditions climatiques, puis effectivement, la végétation va être inactive ou en dormance pendant l'hiver. Mais dans le fond, c'est la même chose pour les marais filtrants. Là, souvent, on se demande si ça fonctionne l'hiver. La réponse est oui, ça fonctionne très bien parce que la majorité des processus sont liés aux micro-organismes. Puis le sol, ça ne gèle pas pendant l'hiver. Puis même dans l'eau, si on a une colonne d'eau qui est assez élevée, il va y avoir une partie de la colonne d'eau qui est libre, donc qui n'est pas gelée. Donc, il continue à y avoir des processus microbiologiques dans le milieu pendant l'hiver. La seule chose, ce serait peut-être pour les marais flottants que j'ai parlé. À ma connaissance, je crois que les marais flottants en hiver, il faut les retirer. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas de traitement en hiver pour les marais flottants. Comment configurer l'unité de phytoépuration pour assurer et faciliter un retrait efficace de la biomasse? Ça, vraiment,
J'aimerais pouvoir vous répondre, mais c'est très, contexte dépendant, donc ça dépend dans quel milieu on se situe. Ça dépend de l'accès que vous avez là, dans le fond. Je ne vois pas vraiment comment, répondre plus spécifiquement que ça. Ça dépend vraiment, c'est ça, c'est quoi la capacité d'accès au site. Hem, Puis qu'est-ce qui est nécessaire comme machinerie également pour enlever la biomasse? Donc, est-ce qu'on a une très, très grande surface, qui demande d'amener de la machinerie? Est-ce que notre biomasse, c'est de la biomasse ligneuse comme des saules où on a besoin d'équipements spécifiques? Donc, c'est vraiment il faut prendre en compte le contexte, là, puis c'est quoi qui est requis comme équipement pour, gérer la biomasse. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir répondre plus précisément que ça, là. Est-ce que les marais filtrants sont un moyen viable pour gérer attendez, les matières en suspension pour un site d'entreposage des neiges usées qui déversent? C'est une très bonne question, Félix. Donc, en fait, je vais la lire pour tout le monde, là. C'est ça, si les marais filtrants sont un moyen viable de gérer les matières en suspension pour un site d'entreposage de neige usée. Je ne me rappelle pas d'avoir vu d'études spécifiquement sur ce cas-là, ce contexte-là, mais assurément, les marais filtrants, à la base, sont des bonnes solutions pour la matière en suspension. Donc, moi, la seule chose que je me dirais pour un cas comme ça, c'est assurément, j'intégrerais un espace de sédimentation avant le marais filtrant. Donc, ça, c'est officiel. Puis, probablement qu'on pourrait même le changer à chaque année. Puis, quand je dis changer, c'est pas le changer au complet, mais dans le bassin de sédimentation, qui peut être d'ailleurs juste du gravier dans lequel l'eau descend, puis ensuite elle transfère. Donc, c'est pas nécessairement un bassin où il y a de l'eau en surface. Mais donc, assurément que les deux combinés ensemble pourraient être une excellente façon de traiter l'eau. Ensuite, l'autre enjeu que je verrais pour ce type de système-là, ça serait que suite au très grand débit d'eau qu'il y a au printemps, bien là, faudrait s'assurer que les végétaux puissent avoir accès à de l'eau également tout le reste de la saison estivale pour pouvoir rester en vie. Mais donc, oui, je crois que c'est ça. À quelle fréquence le retrait de la biomasse? Bien, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Si ce que vous souhaitez, c'est extraire les nutriments des métaux, un fauchage annuel est correct. Euh, Par contre, c'est pas nécessaire de faucher à chaque année. C'est que ça dépend. Si vous voulez quelque chose qui est très passif, puis où les processus se font surtout au niveau des micro-organismes, puis ça ne vous intéresse pas tellement de retirer les nutriments, ben, vous pouvez juste le laisser comme un milieu naturel là, qui n'est pas fauché, puis juste aller faire des visites de temps en temps, s'assurer qu'il n'y a pas d'espèces envahissantes dedans, qu'il y a pas, que le milieu n'est pas trop étouffé, si on veut. Mais donc, vraiment, ça peut varier de une fois par année à pas du tout ou aux 5 à 10 ans, là, ouais. Ah bon, mais je vois que Geneviève Aubry, là, qui a participé au projet de Rouyn-Noranda, a commenté. On a laissé les ben, vous voyez, bon, ils ont laissé les îles flottantes pour l'hiver, pour voir comment les végétaux allaient réagir. Il paraît que c'est mieux de les laisser pour qu'ils recommencent leur action au printemps. Bien, écoutez, je suis vraiment très contente de le voir parce que moi, je vois pas heu je pense que c'est plus intéressant, effectivement, si ça fonctionne bien. J'aurais plus de questionnements ou d'inquiétudes au niveau de la structure, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de bris au niveau du gel et tout ça, mais je vais être très curieuse là, de voir qu'est-ce que ça donne, votre projet. Si ça fonctionne bien suite à l'hiver, ben, tant mieux, parce qu'effectivement, comme ça, les végétaux sont directement là sur place. Puis comme je le disais, si la colonne d'eau n'est pas gelée, bien, il y a encore des processus microbiens qui se passent dans le système racinaire, là. La capacité de phytoépuration n'est pas arrêtée parce que les plantes sont en dormance. Donc, si on est capable de laisser sur le cours d'eau pendant l'hiver, ben, c'est tant mieux. Monsieur Landry qui demande: a-t-on une idée du débit moyen par superficie de marais filtrants? Ben, donc, si on y va dans une approche de marais filtrants conventionnel, là, il faut se référer à des équations de calcul. Là, ça dépend vraiment. Encore une fois, de un, la constante qui, selon moi, est la plus importante, c'est la concentration de contaminants dans l'eau à l'entrée. C'est ça qui va déterminer quel débit on peut se permettre, puis sur quelle surface. Mais il y a, par exemple, il y a différents guides, mais entre autres, là, si vous en voulez un qui est facile d'accès, si on veut, là, il y a une fiche technique du MELCC là, sur le dimensionnement des marais artificiels.
il n'est pas nécessairement le plus à jour, mais il procure des équations de calcul puis de dimensionnement qui peuvent être utilisées là. Donc, voilà. Est-ce que les matières en suspension dans le bassin de sédimentation sont manipulées et considérées comme une substance dangereuse ou non? Est-ce qu'on doit faire des tests sur ceux-ci? Ben, absolument, il faut absolument faire des tests, là, ça oui, tout à fait, surtout si on a un doute qu'il pourrait y avoir des contaminants. Donc, par exemple, les sédiments d'un dépôt à neige, bien, assurément que je ferai un test avant de le remettre où que ce soit, là, parce que c'est ça, il peut y avoir des hydrocarbures, des métaux, et cetera. Donc oui, absolument, c'est beaucoup plus responsable de faire un test, voire même, oui, j'encourage. Puis ça, c'est la même chose pour la biomasse, hein. Tu sais, là, je ne crois pas, dans les exemples que j'ai présentés aujourd'hui, on ne suspecte pas qu'il y ait des gros problèmes de contamination, mais quand on fait de la phytorémédiation ou, par exemple, de sols qui sont contaminés avec des métaux, et cetera, bien, avant de revaloriser la biomasse ou de l'utiliser ou quoi que ce soit, bien, c'est toujours sain de faire un test de la concentration de contaminants dans cette biomasse-là pour s'assurer qu'on la gère correctement. Là, non? Peut-on penser revitaliser un marais naturel dans un lac en optimisant la phytoépuration? Ben oui, absolument. C'est ça, je ne sais pas si je comprends bien le, dans le fond, ça serait, on aurait déjà une section qui est marécageuse dans le lac, puis on viendrait l'optimiser, si c'est ce que je comprends. Donc, moi, je pense que oui. Après, c'est sûr que là, quand on est dans un milieu qui est naturel, il faut toujours avoir des certaines précautions, puis peut-être même qu'il y a des enjeux de réglementation que je ne suis pas au courant là, au niveau du MELCC. Peut-être qu'on ne peut pas venir jouer comme on veut dans ce milieu-là. Mais d'un point de vue théorique, je pense que ça pourrait être intéressant si on a un problème de contamination à cet endroit-là, bien, de venir augmenter les capacités phytoépuratoires de ce milieu-là par justement les connaissances qu'on a des processus, en venant implanter une plante en particulier, par exemple, ou en venant jouer un petit peu sur le débit, en venant contrôler le débit dans ce milieu-là, ça pourrait être intéressant. Mais là, vraiment, c'est ça. Je m'assurerais qu'au niveau réglementaire, comme on est dans un milieu naturel, ça soit correct. Est-ce qu'on peut donner une utilité à ces plantes qui se développent ou est-ce qu'on fait avec si, par exemple, la végétation devient très dense? Ben, je ne suis pas certaine de la question, mais de façon générale, le plus d'utilité qu'on peut donner à notre aménagement, le mieux c'est. Là. Donc, si on est capable d'implanter des végétaux qui vont pouvoir nous servir, tu sais, ça peut autant, si on parle, mettons, d'un canal de drainage dans un champ agricole, bien, si on est capable de faire pousser des plantes qu'on peut couper puis vendre comme des fleurs coupées, par exemple. Je donne un exemple comme ça, je ne sais même pas s'il y aurait vraiment des plantes qui s'adapteraient à ça. Bien, tant mieux, c'est excellent. Après ça, c'est ça. Il y a toujours l'enjeu de, si par exemple, on veut que ce soit des plantes qui produisent de la nourriture, bien là, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'enjeu de contamination par par exemple, des métaux ou des choses comme ça. Mais si tout ce qu'on veut, c'est gérer de l'azote puis du phosphore, bien oui, absolument. Là, le plus d'utilité qu'on peut donner à notre aménagement puis aux végétaux qui sont dedans, dans ma tête, le mieux c'est là. Euh, J'espère que ça répond bien à la question. Ouais, on dirait que oui. OK. Crème, on est à l'heure, il est 11h pile. Donc, Olivier, je ne sais pas si tu veux qu'on arrête là ou. Oui, j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment de questions. Parfait. Donc, merci. Attends, je vais ouvrir ma caméra. Ah, je vais arrêter de Euh, partager, c'est ça. donc, merci encore, Chloé. C'était vraiment intéressant. Merci surtout pour répondre à des questions. Ça a vraiment clarifié beaucoup de choses. Pour tous, notre série de webinaires va recommencer en automne, mais entre-temps, on organise, comme je vous ai dit tout à l'heure, le colloque qui est le 5 mai prochain sur le Manquez thème de pas ça, l'intégration. ça va Pardon? vraiment. J'ai dit manquez pas ça, tout le monde, ça va vraiment être un bel événement. C'est sur le thème de l'intégration des phytotechnologies dans les réseaux des infrastructures vertes au sein de l'espace urbain et périurbain. Les inscriptions ont déjà commencé. En ce moment, on est encore au tarif de prévente, donc dépêchez-vous avant que celui-ci se termine.
Sinon, on effectue aussi une formation technique en avril sur les aires de biorétention et une visite de terrain au début juin afin d'examiner plus en profondeur un projet de phytotechnologie déjà établi. Ça, c'est une activité qu'on fait à tous les ans. C'est toujours super intéressant. Puis restez à l'affût de nos infolettes et publications sur les réseaux sociaux pour plus de détails. Finalement, j'aimerais encore une fois vous inviter, pour ceux qui ne sont pas encore, à devenir membre de la SQP. En étant membre, vous avez accès à une foule de publications scientifiques et professionnelles, des rabais sur nos activités, notamment au colloque annuel. Et surtout, un accès exclusif aux présentations passées de nos colloques et enregistrement des webinaires. Le tarif, c'est 35 par année. Puis c'est ce qui permet à la SQP de maintenir ses activités puis de remplir sa mission de promotion des phytotechnologies au Québec. Merci encore une fois à notre partenaire officiel Rameau Phytotechnologie, ainsi que les membranes Hydrotech et le Centre de formation horticole qui commanditent nos webinaires. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis surtout d'avoir participé avec toutes vos belles questions. Puis au plaisir de se revoir le 5 mai au colloque, en avril pour la formation sur les aires de biorétention ou pour la visite de terrain en juin. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.